On se lance dans une lecture cursive. Bon, on va avoir des éléments d'explication. Mais là, du coup, et ça, c'est peut-être que les gens ici pourront pas me répondre, mais je préfère quand même poser la question. Kluskar a défini, d'ailleurs, c'est l'objet de l'introduction, quoi, la nécessité de se pencher ensemble sur ses œuvres pour continuer son travail. Moi personnellement, pour comprendre, parce que dans le premier livre, mais du coup on va y aller, il y a systématiquement une espèce de mise en parallèle entre Husserl et Heidegger. Je dis ça parce que je suis pas philosophe, et du coup, connaissant un petit peu, ayant déjà lu les textes de Heidegger, parce que j'avais été amené à les lire quand j'avais eu des formations quand j'étais plus jeune, je me suis plongé dans Husserl et dans les méditations cartésiennes, parce que j'avais jamais lu Husserl et je voulais voir ce que c'était. Il me semble quand même que entre Husserl et Heidegger, il y a quand même une différence, quoi. Alors après, la question, c'est peut-être de savoir si Husserl implique forcément Heidegger, ou est-ce que Heidegger, en fait, c'est pas quelque chose qui part de la phénoménologie husserlienne et puis qui va complètement ailleurs, quoi, qui fait dire complètement autre chose, ou alors qui prend une voie complètement différente, qui s'inspire simplement de celui qui était son maître, parce que Husserl était son prof. Et de l'autre côté, effectivement, face à ça, il place le structuralisme, quoi. Il les renvoie dos à dos. Est-ce que vous pensez, ou est-ce que peut-être que Kluskar lui-même avait une idée là-dessus, parce que j'en avais parlé avec Sylvain Bourgois l'année dernière, il me disait, normalement, Kluskar considérait que ses bouquins se suffisaient à eux-mêmes, et qu'il n'avait pas forcément besoin de se taper toute la philosophie occidentale pour pouvoir comprendre ce qu'il voulait dire, et puis surtout avancer. Je ne suis pas forcément... Enfin, pourquoi pas, je veux dire, s'il l'a dit, il l'a dit, mais en tout cas, je ne sais pas si le matériel, par exemple, sur Husserl qui sort ici, ça ne nous enferme pas dans son interprétation de Husserl et de la phénoménologie et du projet qui s'était donné de revenir à Descartes pour refonder une universalité des sciences, par exemple. Et du coup, est-ce que ça pourrait pas être intéressant de se pencher dessus? J'avais déjà un peu évoqué ça l'année dernière, à la toute dernière séance, parce que moi je trouve que parfois c'est un peu un manque. Parce que Kluskar, il est vraiment idiosyncrasique. Il prend les termes, d'ailleurs, c'est pour ça que l'année dernière, ça nous a beaucoup aidé, parce que les termes qu'il utilise, en fait, il les utilise avec des significations qui ne sont pas forcément celles du commun, quoi. Et du coup, pour ce qui est de la pensée aussi, quelque part. Moi, par exemple, là, je suis en plein dans les méditations cartésiennes que je lis vraiment en prenant bien le temps de comprendre le cheminement, comment est-ce que ça reprend les principes de Descartes, mais que ça va plus loin, en quelque sorte. Et en tout cas, peut-être qu'à la fin, je penserai comme lui. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, ça apparaît pas forcément. Il n'y a pas forcément cette espèce de disjonction, finalement, qu'il met à voir dedans. Et du coup, je pense que ça peut mener à des contresens. C'est-à-dire que les contresens, par exemple, sur le fameux grand enfermement dont on avait parlé l'année dernière, quand Sylvain m'avait expliqué que c'était pas du tout le grand enfermement au sens de ce que Foucault osait dire à Descartes, etc., mais que c'était plutôt justement le grand enfermement de la monade leibnizienne ou de Husserl, effectivement, il fallait qu'il le dise, parce que moi, je me suis planté dessus. Et, enfin, je me suis planté dessus, je voyais bien qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi. C'était pas normal d'utiliser ce terme-là s'il le disait au sens de Foucault. En fait, s'il le dit au sens de la monade, dans ces cas-là, ça paraît plus cohérent avec l'ensemble. Je pense qu'ayant buté dessus, je pense qu'on peut être plein à buter là-dessus. Et vraiment, parce que cet ouvrage-là, et en fait, moi, je l'ai lu une fois et j'ai commencé à le relire une deuxième fois, ça suffit pas forcément, quoi. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous pensez pas que ça peut être intéressant de s'intéresser aux philosophes qu'il évoque et contre lesquels il a tendance à ferrailler un petit peu, quoi. Alors moi j'ai entrepris cette affaire-là vraiment de façon purement individuelle. Je me suis pris par exemple typiquement le cours de l'introduction générale de Saussure et de l'autre côté Husserl. Et je me suis dit on va voir un petit peu si ce que Kluskar leur fait dire, c'est évidemment ce qu'ils disent. Et si les manques à gagner des deux projets, en fait, c'est effectif. Hein. Les deux manques que moi je peux ressentir en les lisant, par exemple, ce sera ceux de Kluskar. Est-ce que ça peut pas être une approche, par exemple? Voilà. Parce que le risque, par exemple, c'est un petit peu comme sur Althusser, dans le dernier bouquin qui a été publié de lui aux éditions d'Edgar, effectivement, on a une présentation des thèses de Althusser par Kluskar, pour pouvoir après les critiquer. Et j'avais dit à l'époque, notamment à Émeric Monville, certainement, mais si Althusser était entre guillemets hégémonique dans le PC à l'époque, c'était peut-être pas non plus pour rien. C'était pas uniquement sur des aspects
idéologique au sens de la petite bourgeoisie montante, ça avait aussi peut-être des aspects épistémologiques, qui étaient en lien avec ce qui se posait à l'époque comme philosophie des sciences, par exemple. Alors moi je dis ça, je suis pas forcément philosophe, moi j'ai plutôt une formation de scientifique, donc je suis venu à la philosophie par ça, je m'intéresse à la philosophie des sciences parce que c'est un besoin. Mais je pense que ça peut pas être mal non plus de mettre le nez là-dedans, quoi. Donc je sais pas si vous partagez ça, si c'est à la lecture du bouquin, s'il y en a qui l'ont vraiment lu jusqu'au bout, est-ce que c'est un manque que vous avez ou pas? Parce que moi parfois il y a des moments où j'ai des interrogations. Dans le premier chapitre, il emploie d'ailleurs plusieurs fois le terme, hein, la déroute du cogito. Donc il dresse, si vous voulez, un bilan. Un bilan négatif, hein, et à la fin duquel, effectivement, donc ça commence cogito Descartes, hein, et ça finit effectivement avec Heidegger et Lévi-Strauss. Mais je crois qu'il fait une nette différence. Alors d'une part, il fait une nette différence entre Husserl, qui pour lui est un scientifique, hein, il le reconnaît, et comment Heidegger qui reprend, si vous voulez, Husserl pour le politiser. Pour le politiser de manière réactionnaire. Voilà. Donc ça c'est une chose. Maintenant, effectivement, pour ce qui est du projet de Husserl, donc tel que tu l'as énoncé, qui arrive à la fin, donc à la fin finalement de ce que Kouska nomme comme une déroute cogito, en fait, il y a quelques éléments, et d'ailleurs, j'avais même, vous voyez, j'ai tiré sur Wikipédia, hein, donc c'est pas... Wikipédia, à la limite, ça suffit, quoi. Non, c'est un peu exagéré, mais pour la lecture, si vous voulez, pour la lecture de ce livre-là, pratiquement, ça suffit. Alors, je ne dis pas que c'est qu'il suffit pour connaître Husserl d'avoir lu Wikipédia, loin de là. Alors, il y a d'autres philosophes, pour ça que je sortais ce bouquin là. Donc, ce livre, La phénoménologie et matérialisme dialectique de Husserl à Marx, est consacré à ça. C'est-à-dire, il est consacré à une critique de la phénoménologie de Husserl d'un point de vue marxiste. Donc là, c'est largement développé et 1000 fois plus que dans Wikipédia. Enfin, on a 2 ou 3 niveaux d'entrée dans les choses. Mais là, pour ce qui concerne la lecture de ce livre, à mon avis, hein, il faut reconnaître que le projet de Husserl, c'est de revenir via la mise en parenthèse des choses, qui était un concept des sceptiques grecs, Pyrrhon, etc. Donc, la mise en suspens des choses qui s'appelait l'époquée. Donc, comme Descartes, il revenait, si vous voulez, il voulait ne plus s'embarrasser de rien à part de ce qu'il savait, dans un premier temps. Donc lui, il revient, il va encore plus loin, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il dit, le seul truc dont on est sûr, quoi, c'est l'époquée, quoi. C'est la mise entre parenthèses d'un présent qui nous arrive, quoi. Voilà. Ça c'est d'un point de vue scientifique. Alors là, il va creuser la question, hein, parce que après, c'est vraiment les bases tout à fait fondamentales, mais bien sûr, après, il développe tout ça, et c'est très complexe, et avec les esquisses, des choses comme ça, les silhouettes, enfin il y a des tas de choses intéressantes. Mais je pense que la lecture de ce bouquin-là est intéressante, parce que ça vous permet de comprendre Husserl, mais avec le correctif, si vous voulez, marxiste, quoi. Donc il vous donne ce qu'il y a de bon dans Husserl, mais il met donc effectivement il corrige, si vous voulez, d'un point de vue marxiste, ce qui ne suffit pas, quoi. Et donc, alors ça c'était le propos de Husserl. Maintenant, Heidegger, pour être très schématique, en fait, il reprend, qui était l'élève de Husserl, hein, avant qu'il devienne nazi, quoi, Heidegger. Et donc, voilà, donc il reprend, si vous voulez, il reprend la thématique husserlienne, finalement, de l'époquée et de la mise en suspens du monde,
pour le politiser et lui donner une valeur morale. C'est-à-dire que l'authenticité de l'être, ça serait l'authenticité finalement de cet être-là qui nous arrive comme ça, en s'étant débarrassé de toute la technique, de toute l'histoire, de tout le logos. Voilà. Toute la représentation. Toute la représentation, c'est-à-dire que lui, il est réac à fond. C'est-à-dire qu'il balance tout et il appelle un retour politisé, si vous voulez, de la découverte scientifique de Husserl. Mais aussi bien Ramikau que Kouska font la critique qu'ils font de Husserl, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, hein, c'est qu'il a absolument oublié la praxis. C'est-à-dire que c'est un cogito sans praxis, chez Heidegger comme chez Husserl, qui fait l'économie de toute l'activité humaine. Alors, quand on se représente l'époqué, c'est-à-dire finalement l'être-là du monde, etc., on fait l'impasse totale sur l'activité, sur l'activité humaine qui fonde aussi cette réception finalement de l'être-là. Donc on est totalement à côté de la plaque, quoi. Donc, il faut voir que lui, si vous voulez, il s'occupe déjà, dans tout le premier chapitre, là, quand il parle de ces philosophes, ces suites de philosophes qu'il explique, hein, depuis Descartes, Kant, le néo-kantisme, Husserl, Heidegger et Lévi-Strauss, c'est toujours du point de vue de la déroute, c'est-à-dire de la déroute de quelque chose. C'est quelque chose qui n'a pas réussi, qui nous amène à un échec, à l'aliénation, à l'impasse, finalement. Alors, est-ce qu'il faut se pencher vraiment jusqu'au bout d'un truc qui, finalement, te mène à une impasse dernière, d'après Kouska? À mon avis, non. Je pense qu'on peut tout à fait, si on le suit au fil de sa démonstration, je pense qu'on peut se tenir à des éléments très simples par rapport à Husserl, par rapport à Heidegger, quoi, hein. Donc, notamment ce qu'il explique à un moment donné, la donation de sens selon l'antéprédicatif. On parle à propos de Heidegger et de Lévi-Strauss aussi. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là? D'abord, il faut comprendre à quoi ça sert, quoi. Ça sert finalement à bloquer l'histoire, c'est-à-dire à ne pas parler de l'histoire et à interdire le progrès social, quoi. Voilà, il faut comprendre que ça, c'est l'élément important à saisir. Et puis après, donc, cette déroute du cogito qu'il décrit, là, dans le chapitre, dans le livre 1, quand même, elle se termine à la page, je ne me rappelle plus où, à la fin, vers la page 39, il donne un peu le tempo. Voilà, alors il dit, page 34, hein, cette ontologie sociale apporte, alors il parle de l'ontologie sociale, celle que lui apporte, quoi, un total renversement philosophique qui prétend répondre à la crise de la pensée occidentale. Donc la crise de la pensée occidentale, c'est la crise du cogito de Descartes à Heidegger, quoi. C'est la parfaite inversion de l'énoncé du fond du refus épistémologique, l'être ou la structure. Tantôt l'autre est constitutif, tantôt il est exclu. La phénoménologie, elle, apporte l'être de l'autre. Bon, ça c'est un peu compliqué, mais alors le paragraphe d'après, donc cette ontologie sociale apporte un renversement philosophique qui prétend répondre à la crise de la pensée. Ah, tiens, je l'ai déjà vu ça. Ah oui, je me suis trompé. Notre contribution est un travail pour la reconnaissance de ce qui est devenu nécessaire, quoi. Il s'agit rien de moins de passer de l'être, d'origine naturelle, l'être de la nature, à l'être de la praxis du corps social. Donc il décrit, si vous voulez, cette déroute du cogito parce qu'il veut le dépasser, quoi.
C'est-à-dire qu'il appelle à le dépasser, si vous voulez, mais d'entrée de jeu, quoi. Puis, mais ça, on le saura au livre 9, quoi, quand il va dire bien en quoi le cogito lui-même quoi, est problématique dans le sens où il est déjà, avec la bourgeoisie montante, la négation par Descartes de la praxis, quoi, et la seule objectivation du sujet, quoi. Donc là, on a un peu campé le décor, c'est-à-dire que par exemple, dans l'approche husserlienne, et puis qui sera également reprise par Heidegger en la politisant à l'extrême, eh bien, on comprend bien, si vous voulez, en quoi elle s'inscrit après dans la critique qu'il fait lui-même du cogito au livre 9, c'est-à-dire que finalement, Husserl qui veut refonder le cogito parce que bon, il s'aperçoit que ça trouve plus preneur, etc. Il le fait de telle manière qu'il occulte la praxis. Et c'est la raison pour laquelle il va décrire l'ensemble comme quelque chose de cohérent, si vous voulez, mais pour lequel il aura une réponse à la fin donc, du livre 1, et qu'il explicitera encore plus au livre 9. Enfin, moi, c'est ma vision de ce passage. Voilà, donc effectivement, Kluskar, c'est à la fois difficile et facile, quoi. C'est-à-dire que finalement, parce qu'il va dire des choses simples, c'est-à-dire que bon, il dit pas grand-chose sur Husserl, quoi, mais simplement il a deux, trois coups de crayon, quoi. Bon, il a vu l'essentiel, il invite à le dépasser. Donc c'est d'un certain point de vue là plutôt facile, quoi. Mais il y a effectivement la lecture difficile peut-être parce que tout ce qui est facile est difficile, quoi. Si vous voulez vraiment une lecture assez pointue de Husserl tout en étant critique, lisez Traducteur, parce que là il reprend alors beaucoup plus étoffé que Kluskar, quoi, hein, la phénoménologie de Husserl, et pour donc convenir de ce qu'elle a effectivement d'intéressant, et puis pour la critiquer dans ses manques et tenter de la dépasser, quoi. Oui, c'est-à-dire que là, c'est vraiment un bagage minimum, quoi, avec Kluskar par rapport à Husserl, quoi. Mais globalement, enfin, la ligne directrice est bonne, quoi. Je veux dire, il passe. Est-ce que ça donne une grille de lecture intéressante et pertinente, hein, finalement, de l'évolution de la connaissance, du moi, dans la modernité, quoi, depuis Descartes. Moi, je pense que oui.